Il ne Oui, s'agit pas de se dire je veux me protéger, je vais prendre un contrat de prévoyance. Il s'agit aussi de se dire est-ce que le contrat que l'on me propose est intéressant, sur quoi il se base pour être intéressant oui. et savoir chercher rapidement en fait l'information parce qu'on est dans une société où on n'a pas le temps. Donc du coup, si tu te précipites, tu peux te retrouver avec un contrat qui n'est pas intéressant avec un niveau en fait De euh, couverture qui ne te couvrira jamais. Franchement, même s'il faut aller vite dans notre vie d'aujourd'hui sur une prévoyance, faut pas rigoler. Et si on va vite, on risque d'acheter mal. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour Sylvie, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. La dernière fois, on s'était vu pour parler de la retraite et là, aujourd'hui, on se voit pour parler de prévoyance. Oui, bonjour Vanessa, avec plaisir. Et donc, toi, tu voulais faire une distinction entre placement et prévoyance. Vas-y, je t'écoute. Donc, ce que je fais comme distinction, c'est qu'une prévoyance, ça couvre des compléments de revenus en cas d'aléa, aléa qui peut être lié à une maladie, un accident, une hospitalisation. Un placement, on met de l'argent de côté et ça se capitalise. Une prévoyance, ça va compléter ses revenus de la même manière qu'on a une assurance pour sa voiture. Quand on a un accident de voiture, elle se déclenche. Pour son habitation, quand on a un sinistre dans son habitation, elle se déclenche. Eh bien, la prévoyance qui couvre les revenus se déclenche de la même manière quand il y a un problème. Ok, c'est très clair. Pour toi, il y a quatre formes de prévoyance. Il y a la prévoyance individuelle, collective, entre associés et prévoyance dite homme-clé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces quatre éléments-là, s'il te plaît? Alors oui, je distingue la prévoyance individuelle. La prévoyance individuelle, elle va protéger les revenus d'une personne en cas d'accident, arrêt de travail, invalidité. Et la prévoyance individuelle, elle dépend de son âge, son activité, dans quel endroit géographique on se trouve et son statut juridique quand on est un indépendant. Par exemple, quand on est salarié en entreprise, on a une prévoyance collective. Et donc, le calcul du coût de la prévoyance d'entreprise, c'est un montant moyen en fonction de la durée, de l'âge moyen des salariés. Alors qu'une prévoyance individuelle, ça va tenir compte de son âge. Si toi et moi, on prend la même prévoyance, le même niveau de garantie pour compléter ses revenus en cas d'accident, d'hospitalisation, de maladie, ben, on va pas payer la même chose parce qu'on n'a pas le même âge. Moi, en l'occurrence, je suis fumeuse, donc je vais payer plus cher et on n'a pas le même statut juridique. Et après, je peux rentrer plus dans les détails. Non, après, je pense que ça sert à rien d'aller trop dans les détails. Je pense que ceux qui sont concernés iront creuser. C'est déjà pas mal comme information, d'autant plus qu'on doit voir d'autres formes de prévoyance. Il y a la prévoyance collective entre associés et homme-clé. Donc là, c'était juste la prévoyance individuelle dont on a parlé. Alors là, j'ai parlé d'une des formes de prévoyance individuelle, qui est quand on est indépendant, donc ça dépend de son activité, son statut et du régime obligatoire auquel on cotise aussi, et de son âge et de son état de santé. Après, on distingue dans la prévoyance individuelle, il peut y avoir aussi sa complémentaire santé. Donc la prévoyance individuelle, elle va couvrir les revenus, les pertes de revenus en cas d'arrêt de travail. Et la complémentaire santé, elle, c'est qu'on appelle souvent dans le jargon commun la mutuelle, mais tous les assureurs qui proposent une couverture santé ne sont pas des mutualistes. Donc c'est pour ça qu'on parle de complémentaire. Eh bien, le complémentaire santé, elle va couvrir les frais médicaux, les frais d'hospitalisation, en tout ou partie, selon le niveau de garantie qu'on prend. En termes de prévoyance individuelle, il y a aussi deux autres types de prévoyance qui peuvent exister. La garantie accident de la vie domestique. Donc ça, c'est une garantie qui va s'exercer
si on a un accident. Donc, ça ne couvre pas la maladie ni l'hospitalisation. Donc, l'élément déclencheur, c'est un accident. Et là, les contrats sont à forme multiple, mais voilà, il faut savoir que le fait générateur, c'est l'accident. Derrière, ça offre des services d'assistance si on est suite accident, si on est chez soi et qu'on a besoin d'une aide à domicile. Et si on est en invalidité, selon les contrats, on peut avoir une rente invalidité et ou un capital en cas d'invalidité. Et là, c'est important de regarder ce critère-là, par exemple, sur les garanties accidents de la vie domestique. Moi, la prévoyance garantie accident de la vie domestique, elle se déclenche dès 1% d'invalidité. La plupart des contrats du marché ne se déclenchent qu'à partir de 5 ou 10% d'invalidité. Et moi, le capital que je peux verser peut aller jusqu'à 1 million d'euros. D'autres vont peut-être proposer un montant forfaitaire de 50 000 euros. Il y a plein de conditions à regarder. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, quand j'étais conseiller, c'est vrai que je crois qu'on commercialisait des prévoyances qui se déclenchaient à partir de, je crois que c'était 10%. Mais 10%. pour comprendre la notion de pourcentage, je ne sais pas si tu t'y connais un peu. Moi, j'avais fait quelques recherches, mais ça commence à dater. Je crois que tu perds un doigt, ça doit être peut-être 1%. Tu perds une main, ça doit être. Tu, tu, 5%. tu connais les pourcentages et les accidents associés ou non? Alors, c'est très variable. C'est à peu près cet ordre de grandeur. Alors, il faut savoir que on regarde d'abord l'invalidité fonctionnelle, que sur l'invalidité fonctionnelle, il y a 2 barèmes en vigueur, le barème de la sécurité sociale et le barème du concours médical. Donc, quand on prend un contrat de prévoyance individuelle, c'est important de savoir si votre contrat il s'appuie sur le barème les barèmes de la sécurité sociale ou celui du concours médical. Par exemple, celui du concours médical va considérer que si vous êtes amputé du bras droit dominant, vous êtes invalide à 50 à 60%. Le barème de la sécurité sociale est plus intéressant, il va considérer que vous êtes invalide entre 90 et 95%. Quand il te manque un bras? Ouais, Ah ouais. Bon, en bon, même temps, voilà, c'est vrai, hein, c'est chaud. oui, Ouais, Ah, ok. Donc oui, c'est vrai que parce que il oui. s'agit pas de se dire je veux me protéger, je vais prendre un contrat de prévoyance. Il s'agit aussi de se dire est-ce que le contrat que l'on me propose est intéressant, sur quoi il se base pour être intéressant et savoir chercher rapidement en fait l'information parce qu'on est dans une société où on n'a pas le temps. Donc du coup, si tu te précipites, tu peux te retrouver avec un contrat qui est pas intéressant avec un niveau en fait De euh, couverture qui ne te couvrira jamais. c'est ça, merci, je perdais le mot, et qui ne te couvrira jamais. Et quand on aura besoin, tu te retrouves à avoir payé pendant des années un truc en pensant que tu étais protégé, alors que c'est pas du tout Pour le rien. cas. Donc, ok, merci de nous avoir donné le tips. Franchement, même s'il faut aller vite dans notre vie d'aujourd'hui sur une prévoyance, faut pas rigoler. Et si on va vite, on risque d'acheter mal. Là, je parlais d'un des critères qui est le niveau d'invalidité fonctionnelle. Et donc, il y a 2 barèmes en vigueur, celui du concours médical ou celui de la sécurité sociale. Mais il y a plein d'autres choses à regarder. Par exemple, moi, ma garantie pour des indépendants, elle est forfaitaire. Et la plupart des contrats peuvent être indemnitaires. C'est-à-dire que si moi, je te dis que je vais te couvrir en cas d'invalidité à hauteur de 2 000 euros, je vais te donner 2 000 euros en cas d'invalidité totale, par exemple. Mhm. Eh bien, si tu as une garantie indemnitaire, les 2 000 euros, ils vont tenir compte si tu as, par ton régime de prévoyance obligatoire des indépendants, 1 000 euros, eh bien, ils vont te verser que 1 000 euros. Ils tiennent compte de ce qui aura déjà été versé. C'est Ok. un petit mot qui a beaucoup de sens, forfaitaire ou indemnitaire. Voilà. Et donc là, franchement, sur une prévoyance, c'est comme si on Bah, l'achetait à la va-vite, c'est comme si on achetait un t-shirt à 2 euros. Il va être transparent, il va pas vous couvrir, il sera fait de je ne sais pas dans quelles conditions. C'est pas la même mais chose qu'un t-shirt à 50 euros.
tu as cotisé pour 1 000 euros, tu es indemnisé à hauteur de 1 000 euros, c'est ça? Oui, Et une prévoyance indemnitaire. oui. Tiendra compte de ce que tu auras reçu comme indemnité par tes régimes obligatoires. Une prévoyance individuelle, elle vient compléter, elle s'inscrit en complément de ce que te versent tes régimes obligatoires. En tant Ah, qu'indemnité. d'accord. Ça y est, je comprends. Ça veut dire que si, par exemple, tu as pris une prévoyance forfaitaire qui te donne donc 1 000 euros, peu importe ce que tu as reçu des régimes complémentaires, tu auras tes 1 000 euros en plus. Alors que si tu as une prévoyance indemnitaire, si jamais tu as déjà reçu en fait 1 000 euros des régimes complémentaires, tu auras 0 € potentiellement. Exactement. Oh my God. Oh là là. Bon, voilà, là, je donne que 2 critères. C'est plus compliqué. Il y en a plein d'autres à regarder qui font que une prévoyance n'est pas égale à une autre. On ne regarde pas que le prix, on regarde aussi le contenu. C'est comme les placements où il y a plein de choses à regarder à l'intérieur. C'est Je comme quand comprends. on achète un article qu'on mange, bah, selon comment il est fait, on peut acheter du miel qui est fait avec du sucre et de l'eau, ou on peut acheter du miel naturel qui a été fait avec des vraies abeilles et plein de choses. Donc il y a plein de choses qu'on regarde, et il y a un moment donné, c'est pas 3 critères par des sites internet qui vont pouvoir être suffisants pour se faire un avis. Je comprends. Je comprends. Déjà, moi, j'ai appris des choses alors que à l'époque, on nous demandait de commercialiser des contrats de prévoyance. J'avais pas forcément en tête toutes ces Non, informations-là. il faut voir un spécialiste, voilà, vraiment. Et en termes de prévoyance individuelle, je vais rentrer dans ce package-là, l'assurance emprunteur. Quand on fait un crédit, perso, pro, immobilier, d'autres types de crédits, on paye le capital, les intérêts et une assurance. Mhm. L'assurance, elle couvre le crédit si on a un pépin ou si on décède. Et là, c'est pareil. Il y a des assurances qui peuvent être indemnitaires ou forfaitaires et avoir plein de conditions qui font que de toute manière, elle ne s'exercera jamais. Voilà les différents types de prévoyance individuelle que j'évoque pour tout à chacun. Donc, si on se récapitule, il y a la prévoyance qu'on connaît le plus souvent, la complémentaire santé, la garantie accident de la vie domestique. Pour ceux qui ont fait un crédit, la prévoyance, qui est l'assurance qui est associée au crédit, l'assurance emprunteur. Et le sujet peut-être le plus compliqué, la prévoyance individuelle qui complète les revenus en cas d'arrêt de travail, invalidité, hospitalisation, décès. Et cette prévoyance-là, comme les autres, elles dépendent, ben, si on est indépendant et de son statut juridique, ou si on est salarié, ou si on est retraité, c'est aussi autre chose. Et j'en viens aussi à une dernière type de prévoyance quand on avance en âge, quand on parle de la retraite, ça peut être une prévoyance perte d'autonomie pour prévenir les situations de dépendance et là fournir également un complément de revenu et des services d'assistance. C'est pas mal cette prévoyance parce que avec toutes les incertitudes vis-à-vis de la retraite et l'âge qui ne cesse De de reculer. reculer, c'est vraiment hyper important de penser à ça. Et on peut souscrire à partir de quel âge à cette prévoyance perte d'autonomie? Alors, il y a différentes formules et j'en ai une où on peut souscrire dès maintenant, enfin à n'importe quel âge, dès Ouais. 20-30 ans. Plus on souscrit tôt, moins le coût sera cher. Mais moi, je conseille de s'y intéresser vraiment à 50 ans, quand on approche de quelques années de la retraite. Et là, de se dire, est-ce que j'aurai assez, bon, comment je vais fonctionner si je suis en perte d'autonomie? Comment faire pour n'être dépendant de personne? Et également pour ses obsèques, soit on a déjà prévu parce qu'on a mis du capital de côté, on m'a rencontré, on a prévu les choses, ou soit on n'a pas pu malheureusement financièrement prévoir, on a eu d'autres problèmes. Et donc, les frais d'obsèques, ça coûte cher, et prendre une garantie obsèques. Ouais. Ok, bah écoute, la garantie obsèque, je connaissais, mais la prévoyance pour les vieux jours, je connaissais pas du tout. Mm. Et, j'en parlerai à mes parents, enfin, je pense que j'en parlerai à ma maman, même si elle a Mhm. prévu quand même pas mal de choses, mais je pense que, enfin,
il y a tellement d'incertitudes maintenant que je me dis, c'est vraiment bien de se protéger et on ne sait jamais en fait. Mm. Mais bon. Donc là, on a parlé de l'invalidité fonctionnelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant l'invalidité professionnelle? Et alors, quand on revient sur les sujets de prévoyance individuelle, ça couvre les arrêts de travail qui sont temporaires et l'arrêt de travail qui peut être définitif, on appelle ça une invalidité. Et là aussi, il y a différents types de prévoyance. Certains ne vont couvrir que l'invalidité fonctionnelle, qui en gros, si je schématise, va étudier si on est capable de faire les 5 actes de la vie quotidienne. Se lever, manger, nourrir, s'habiller, bouger seul. Et il est important, il est capital de croiser avec un barème d'invalidité professionnelle. Par exemple, un pianiste qui perd un doigt ne va pas avoir le même impact professionnel que un avocat qui perd un doigt. Un avocat qui perd la voix, ça n'a pas le même impact que un chirurgien qui perd la voix. Et donc moi, par exemple, typiquement, dans les prévoyances que je propose, j'ai des barèmes d'invalidité professionnelle propres à 19 professions. Les maladies paramédicales, médicales, les experts comptables, les avocats n'ont pas tous la même manière de considérer l'impact que ça va avoir professionnellement sur eux selon les types d'invalidité. Voilà le petit zoom que je voulais faire sur l'invalidité. Ok. Et donc là, je te propose qu'on passe rapidement sur les prévoyances collectives et les prévoyances entre associés, parce que je crois qu'on en avait parlé un peu déjà lors du podcast 1, avant de conclure rapidement sur la prévoyance homme-clé, parce qu'après, il faudra qu'on parle des placements. Alors, maintenant, passons en entreprise. En entreprise, il y a des dirigeants et il y a des salariés. Les salariés, selon la structure, selon l'activité de l'entreprise, il y a une convention collective qui s'applique à l'activité de l'entreprise et les oblige à proposer à leurs salariés une complémentaire santé d'entreprise et une prévoyance d'entreprise. C'est ce qu'on appelle les prévoyances collectives. Et elles dépendent pareil, du nombre de salariés, s'il y a des salariés cadres et non cadres, de leur âge moyen et du nombre de personnes à couvrir. Donc ça, c'est un type de prévoyance collective pour les salariés. Et après, quand on est au niveau des dirigeants, il se passe plusieurs choses. Si on est en société, par exemple, qu'on a une société qui vaut 1 million et qu'il y a 2 associés, qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui décède? Eh bien, selon la structure juridique de la société, mais imaginons que toi et moi, on soit associés, notre société, elle vaut 1 million, je décède, tu vas te retrouver en indivision avec ma famille pour gérer la société, puisque c'est ma famille qui doit hériter de la société. L'angoisse. Donc, l'angoisse, parfois. Donc, il y a 2 choses à faire. Juridiquement, border un pacte d'associés qui prévoit les conditions de monter au capital de la succession ou qui bloque les choses. Et la deuxième chose à faire, c'est de prévoir les montants d'argent pour pouvoir acheter la part de l'associé défunt. Et donc, c'est ce qu'on appelle une prévoyance entre associés. Ça peut concerner 1, 2, 3 associés. Là, il y a plein de choses à voir selon la valeur de l'entreprise. Donc là aussi, c'est important de protéger l'entreprise et les dirigeants entre eux pour éviter pour protéger l'entreprise en cas de décès ou une personne qui est dans le coma, par exemple, qui est en invalidité, qui n'est plus en état de décider. Comment ça se passe, comment l'associé ou les associés restants fonctionnent. Donc ça, c'est la prévoyance entre associés. Et une autre type de prévoyance en entreprise, ça s'appelle la prévoyance dite homme-clé, que je vais préférer à renommer personne clé, parce que ça concerne aussi des femmes. Mais Merci. elle est connue dans le jargon comme étant une prévoyance homme-clé. Et donc ça concerne des personnes clés dans l'entreprise qui, si elles décèdent, l'entreprise ne va plus fonctionner.
Donc, ça peut être un dirigeant, ça peut être un commercial qui rapporte 80% du chiffre d'affaires, ça peut être un informaticien qui connaît tout le système de sécurité haute technologie, ça peut être un chercheur qui a le savoir recherche et développement ou qui est l'inventeur et qui est le seul à connaître une solution dans l'entreprise. Et donc, s'il décède, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut retrouver une compétence, mais c'est une compétence tellement rare que ça va coûter très cher à l'entreprise. Elle va passer par des cabinets de recrutement spécialisés, elle va faire tout ce qui doit être fait, mais ça coûte cher. Et d'avoir une prévoyance dite homme-clé, ça va être un montant d'argent qui sera versé si l'aléa se produit, qui va être versé à l'entreprise, et donc qui là aussi est payé par l'entreprise, pour permettre de couvrir tous ces frais pour rechercher un remplaçant ou l'équivalent le plus possible du remplaçant. Là aussi, ça s'étudie. Est-ce qu'il y a le recrutement, la formation? Il y a plein de niveaux possibles. Voilà sur rapidement brosser l'ensemble des types de prévoyance individuelle pour les salariés, pour les professionnels et en entreprise, pour les salariés, pour les associés ou les personnes clés. Ben, écoute, je te remercie pour ce tableau synthétique qui est complet en même temps. Moi, en tout cas, je me suis reconnue parce que Maëlisa et moi, on est associés. Pour l'instant, bon, Femme Riche, c'est pas, c'est pas la boîte qui vaut 1 million. Ou un million. Mais c'est vrai que si ça évolue, ce serait bien d'y penser et on est déjà au courant. Là, je te propose de passer sur d'autres contrats rapidement parce que finalement, ce ne sont pas non plus des contrats hyper importants, mais quand même, ben, la garantie des accidents de la vie, on en a parlé plus tôt, donc on ne va pas forcément refaire une passe dessus. L'assurance habitation et voiture, je pense que les auditrices savent ce que c'est, donc c'est pareil, on n'est pas obligé de repasser dessus. Moi, par contre, j'aurais bien voulu parler de la protection juridique parce que je me souviens, c'était quand j'étais conseillère que je m'étais dit que ce serait intéressant que j'en prenne une bien en plus. Finalement, à chaque fois, j'ai procrastiné sur le truc. J'ai fini par me retrouver avec une protection juridique de la Poste quand j'ai fait mon premier prêt immobilier. Et bon, je me suis dit, c'est mieux que rien, au moins elle est là. Et j'avais regardé aucune garantie. Sauf qu'avec le Covid, j'avais dû voyager et ils ont annulé mon billet. Et en fait, depuis 2020, j'attendais le remboursement de mon billet qui avait été annulé par la compagnie. Et autant te dire que j'avais tout fait. J'avais même abandonné en fait l'idée de récupérer les fonds jusqu'à ce que je me dise, mais attends, tu as une protection juridique, envoie-leur le dossier. Donc déjà, j'envoie le dossier et ils me disent, oui, ben, vous êtes en dessous des plafonds. Nous, c'est à partir de 500 euros que l'on commence à mettre un expert sur le sujet. Je me suis dit, bon, ok, j'aurais dû faire attention à ma protection juridique. Et finalement, un collaborateur a bossé dessus et je vais recevoir mon remboursement. Donc, c'est là que je me suis rappelé que c'est quand même hyper important d'avoir une protection juridique pour ce genre de choses et même au quotidien, en fait. Donc, si tu peux nous en dire plus. Je ne vais pas en parler énormément. Il est important en tant que professionnel d'avoir une responsabilité civile professionnelle selon ses activités. Moi, en tant qu'assureur, j'ai pas la même RC pro qu'un médecin, qu'un avocat. Et à titre de particulier, donc les RC pro, elles s'exercent si on a un litige et pour nous défendre. Eh bien, en tant que salarié, en tant que particulier, on peut avoir un litige, soit avec des professionnels, et ça peut être le pot de terre contre le pot de fer, soit même entre deux, un litige avec son voisin pour les arbres. Et donc d'avoir une protection juridique, ça vous permet d'avoir accès à des services de conseil et voir des avocats, à un avocat ou des avocats spécialisés selon le type de problème juridique que vous allez rencontrer. À un prix quand même abordable. Je Ouais. pense que c'est important de le dire. Et Oui. après, un bordel. Oui, d'accord. Donc, on a fait le bilan sur les protections juridiques et les différentes prévoyances. Là, j'aimerais bien qu'on parle un peu placement parce que chez Femmes Riches, en fait, nos auditrices, on a un grand panel en fait d'âge dans nos auditrices. On en a beaucoup qui ont été séduites par des posts sur les placements à 20 ans. Et du coup, j'avais fait pas mal de posts sur comment épargner quand on a 20 ans. Les trentenaires m'ont envoyé des messages en disant «Et nous?»
J'ai fait des posts sur les trentenaires. Les quarantenaires m'ont envoyé des messages en me disant, et nous? Et nous, J'ai fait des posts sur les quarantenaires et après, j'ai eu, et après 40 ans. Et je me suis dit, non, en fait, il y a un vrai sujet. Donc, je vais en parler avec Sylvie. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur une grille de lecture concernant les placements en fonction de l'âge, s'il te plaît? alors, en ce qui me concerne, la manière dont j'aborde les placements avec les personnes que je rencontre, c'est un peu moins en fonction de leur âge, ça rentre en considération, que de leurs objectifs patrimoniaux à moyen terme, court terme, à court terme, moyen terme et long terme. Par exemple, on peut avoir 20 ans toutes les deux, mais toi, tu as hérité de tout un patrimoine familial, tu as des hôtels, tu as des biens. C'est pas la même chose que moi, j'ai 20 ans, je démarre dans la vie active avec un SMIC. Première chose, avec quoi à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Et on peut avoir 50 ans et ne plus rien avoir. On a fait faillite, on a eu des problèmes et on a 50 ans et on n'a plus rien. Donc, un, c'est ce qu'on a et l'âge qu'on a. Deux, vers quoi on veut aller. Par exemple, je peux avoir 50 ans et vouloir absolument prévoir de l'argent jusqu'à la fin de ma vie. Donc, si j'ai une espérance moyenne jusqu'à 85 ans, il faut que je prévoie les choses pour les 35 prochaines années. Je peux avoir 50 ans, je sais que je vais avoir un héritage qui va m'assurer mes vieux jours et je veux là juste faire un coup pour mes 5 ou 6 ou 10 prochaines années et je peux me permettre de prendre des risques. Donc, la deuxième notion, c'est la notion de risque. Qu'est-ce que je veux prendre comme niveau de risque par rapport à ce que j'ai comme sécurité? Et donc, étroitement lié à ces deux paramètres, quel niveau de performance, quel niveau de rendement j'attends de mon placement? Est-ce que je veux qu'il soit sécuritaire à court terme, sécuritaire à long terme ou offensif, c'est les jargons qu'on utilise, offensif rapidement ou moyennement offensif ou dans le temps, qui s'étale dans le temps. Donc c'est un triangle, hein, c'est trois paramètres à prendre en compte. Et la temporalité, le niveau de rendement qu'on attend et le niveau de sécurité qu'on attend. Et donc moi je mets en regard aussi donc ce qu'on a comme objectif et puis combien on a de personnes à charge. Est-ce qu'on a encore des enfants en bas âge à charge? Est-ce qu'on a ses parents à charge? Est-ce qu'on a ses enfants et les enfants de ses enfants à charge? Parce que ça arrive de plus en plus souvent. Et donc, je mets dans le paysage tous ces paramètres pour envisager toutes sortes de placements. Et c'est là où on peut rentrer dans le concret. Une fois que j'ai donc fait cette analyse et que j'invite les auditeurs à faire sur eux-mêmes, c'est voilà, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Qu'est-ce que je peux placer? Aujourd'hui, j'ai des revenus qui me permettent de mettre 100 euros de côté tous les mois. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Je peux les perdre rapidement, comme si je jouais dans un jeu, dans un casino, par exemple. Je suis prêt à les perdre. Ou au contraire, je veux absolument que ce soit 100 euros qui fructifient, qui soient sécurisés parce que je veux pouvoir payer le permis à mes enfants dans 15 ans. Et à fonction de ça, ensuite, je rentre dans une grille de lecture. On va faire simple, une pyramide de placement. Il y a ceux qui sont des placements liquides immédiatement disponibles, avec une petite rentabilité, type le livret A, type le livret de développement durable. Donc ça, c'est de l'argent, vous rentrez, vous sortez, et voilà, ils sont en ce moment, ils sont passés de 1% à 2% de rendement. Ils vont pas forcément générer énormément. Ensuite, il y a des placements qui vont être placés sur un peu plus longtemps. Ça peut être par exemple le plan d'épargne logement, le compte épargne logement. Donc là, vous pouvez les sortir si votre but après, c'est d'acquérir un logement. Vous pouvez les sortir aussi pour d'autres raisons, mais vous bénéficierez pas de tous les avantages liés à ce placement. Dans les placements à moyen terme, j'inclus aussi par exemple les assurances vie, les plans d'épargne en action. Et après, on peut aller sur des choses qui peuvent être un peu plus risquées aussi, c'est les fonds de commun de placement dans l'immobilier ou les fonds qui soutiennent des innovations. J'aimerais bien revenir un petit moment sur les comptes épargne logement et plan épargne logement. J'ai lu un article indiquant que le taux du plan épargne logement allait augmenter
pour l'année 2023. Parce que moi, j'avais l'habitude de dire que le PEL, c'est plus vraiment intéressant. Déjà, c'était plus intéressant avec la baisse des taux, parce que faut savoir que le PEL, ça te bloque un taux immobilier. Tu peux acheter un bien immobilier avec un taux bloqué. Quand les taux étaient très bas, c'était pas spécialement intéressant. Après, les taux ont commencé à remonter. Je me suis dit, ah, why not? Mais le taux de rendement associé au PEL, il était vraiment trop bas quand même. Surtout que la remontée des taux, je ne trouvais pas que c'était si intéressant que ça par rapport au rendement proposé par le produit et le fait que les fonds soient bloqués. Donc moi, pour moi, j'avais pour habitude de dire que si tu as du mal à épargner, vraiment, parce que le livret A, c'est trop facile de récupérer de l'argent. Le PEL, il faut quand même le clôturer, tu es obligé de faire une démarche active, tu dois réfléchir. Pour avoir ce côté un peu vraiment bloqué, ça peut être intéressant. Et là, toi, tu es en train de dire que sur la partie moyen long terme et pour pouvoir acheter un bien immobilier, c'était intéressant, c'est parce que tu avais conscience de la hausse à venir ou parce que sur le plan immobilier, tu as eu des exemples comme quoi c'était quand même intéressant. Alors sur le PEL, je me suis peut-être pas bien exprimée. C'est vrai, je te rejoins sur le fait que c'était, selon moi, aujourd'hui, ça n'était plus un plan, un investissement phare pour acheter un bien immobilier. Parce qu'en effet, sa vocation, elle est bloquée, même si les taux augmentent. Donc à l'époque, les PEL avaient des taux de rendement fixes de l'ordre de 4 à 8%. Depuis 15 ans, ils sont à moins de 2, ils sont à 2% brut, donc ça fait moins de 2% net. Donc ils sont un peu tout juste au niveau de l'inflation. Donc aujourd'hui, même si les taux de PEL remontent, si on est sur une inflation à 6, le PEL, il sera toujours en dessous de l'inflation. Et en effet, son objet, il est bloqué. Donc moi, je préconise plutôt pour faire quand on a un objectif de place, d'achat immobilier, un projet de voiture, une assurance vie. Ça reste vraiment un placement souple qu'on peut sortir quand on veut, ou un plan d'épargne en action. Les Ah bon? fiscalités, les fiscalités sont différentes et les modalités de sortie sont différentes avant 5 ans pour le PEA, après 8 ans pour l'assurance vie. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Ok. Mais l'assurance vie, pour moi, reste le couteau suisse, le basique, qui remplit plusieurs fonctions. L'assurance vie, elle est disponible à tout moment. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas de l'argent bloqué, j'insiste, parce que c'est souvent ce que j'entends. En revanche, il est vrai que si on le sort avant 8 ans, on a une fiscalité sur les plus-values. Mais ça veut dire qu'il y a eu des plus-values. Donc, c'était un bon placement. Donc, on peut payer 30% sur les plus-values. Si on a eu 4 000 euros de plus-value, ça vaut le coup. C'est toujours de l'argent gagné. Donc, voilà pourquoi je te rejoins sur les placements qui sont à moyen terme, plutôt l'assurance vie qu'un PEL, quand il y a un objet bien précis. Puis après, il y a les placements d'entreprise que peuvent proposer les entreprises. Plan d'épargne entreprise ou les plans d'épargne collectif. Retraite collective pour les salariés. Non, je suis d'accord avec toi. Les plans épargne d'entreprise, c'est une très bonne chose, d'autant plus que des fois, ils sont associés à un abondement, c'est-à-dire que l'entreprise te donne de l'argent quand tu verses de l'argent sur ton enveloppe. Donc là, pour le coup, c'est comme si tu gagnes de l'argent en ne faisant rien, en investissant. La contrepartie, c'est que du coup, souvent, tu investis sur des actions, donc tu prends quand même pas mal de risques. Il y a des PEE qui proposent des fonds obligataires, donc les fonds sont sécurisés, mais en termes de rendement, on n'y est pas trop. Mais ça peut être un bon compromis entre abondement, sécurité et placement d'entreprise. Absolument. Alors aussi, un petit inconvénient, je trouve, sur les PEE, mais c'est bien d'en profiter et de profiter de l'abondement de l'employeur, c'est que souvent, ce sont des actions de l'entreprise. Donc le portefeuille n'est pas très diversifié en termes de risques et il est collectif, il s'adapte, enfin, c'est une proposition qui est faite pour tous les salariés de la même manière. Alors que quand on fait un placement individuel et qu'on va voir un professionnel du sujet, il va vous demander si vous préférez, ben, moi par exemple, j'ai des placements qui vont être davantage sur de l'environnemental, sociétal et gouvernance, ou bien sur de la haute technologie, ou bien sur certaines parties du monde. Voilà, on peut faire davantage de placements
personnalisé en fonction de ses choix et de ses goûts. Et après, quand on est sur des gros montants, on peut même choisir ligne à ligne. Quand on est sur des placements à 6 chiffres, avoir des conseillers qui vont vous dire est-ce que vous préférez telle action, telle partie du monde, combien de temps. Enfin, là, on a affaire à un autre type de conseil qui s'appelle souvent les gestions privées dans les structures ou dans les solutions comme moi je propose. Ok. Et après, donc, on a des placements, quand je parlais de plus long terme, dans l'immobilier comme les SCPI. Et puis, tout ce qui est placement d'épargne retraite, qu'on a déjà évoqué, les plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs et les plans d'épargne retraite individuels. Et là, je renvoie à notre podcast de la fois d'avant, Oui, saison 1. saison 1. Non, mais je pense qu'on a quand même vraiment bien fait le tour du sujet. Je te remercie beaucoup, Sylvie, d'être revenue du coup 3 fois sur le podcast Femmes riches, de nous avoir partagé avec beaucoup de générosité donc ces informations. Je mettrai les liens à nouveau pour te contacter et puis je te souhaite une bonne fin de journée. Merci Vanessa, à très bientôt et une prochaine fois avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram, ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Bisous.